Bonjour, la reconnaissance faciale est-elle une innovation formidable qui va simplifier la vie des consommateurs ou des usagers de l'administration, ou au contraire est-elle une redoutable technique liberticide de surveillance de masse? À moins qu'elle ne soit la dernière ruse des marchands pour nous extorquer nos données, ce pétrole du XXIe siècle, comme on dit. Alors, sur ce nouvel objet de crainte et de fantasme, il fallait bien qu'on fasse une émission avec 3 invités hautement qualifiés, Juliette. Olivier Tesquet, vous êtes journaliste pour Télérama. Vous avez publié un article récemment sur l'application Alicem, sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Et vous préparez par ailleurs un dossier plus globalement sur la reconnaissance faciale. Asma Mala, vous êtes chercheuse et enseignante à Sciences Po et vous travaillez depuis plusieurs années sur les enjeux démocratiques de la reconnaissance faciale et sur le concept de Smart City, de ville intelligente. Et Didier Bécher, vous êtes député La République En Marche, vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et vous avez publié en juillet dernier une note sur la reconnaissance faciale demandant des expérimentations sérieuses pour pouvoir créer un cadre juridique. Alors, avant de discuter longuement, comme on va le faire, de la situation française, je voudrais qu'on commence cette émission par la Chine, puisque dans l'inconscient collectif, dans l'imagination des gens, comme dans les médias, quand on parle de reconnaissance faciale, on pense surtout à la Chine. Oui, c'est quand même difficile d'avoir une discussion sur le sujet sans qu'à un certain moment, assez rapidement, on retombe sur la Chine, qui est régulièrement et quasiment toujours mise en avant comme comme une possibilité d'avenir terrifiant qui nous attend. Et un envoyé spécial d'octobre dernier en faisait d'ailleurs une description digne des plus grands films d'anticipation. Imaginez Shanghai dans un futur proche. Plus personne ne passe inaperçu. Chaque fait, chaque geste est scruté par des centaines de milliers de caméras. À 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain, en donnant son sang par exemple, sa note remonte, 900 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police et la voilà qui atteint le niveau supérieur, 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ça vous paraît incroyable? Et pourtant, ce système de notation existe déjà. Il est testé dans 43 villes en Chine pour ficher et classer les habitants. Son nom, le crédit social. Alors, première question, avant d'en venir à la France, c'est vrai que là, on a l'impression d'être davantage dans un numéro de la série d'anticipation Black Mirror que dans vraiment un reportage d'information. Je m'adresse aux journalistes et à la chercheuse, je ne sais pas avec quelle précision vous connaissez la situation chinoise, mais là, on est en présence d'un reportage dramatisant où, en effet, ça se passe comme ça dans, je crois, 43 villes test, c'est ce qui est dit dans le reportage. Il y a un peu d'extrapolation de la réalité, notamment le système de crédit social dont il est question dans le reportage, s'il est déployé dans un certain nombre de villes et de provinces en Chine, n'est pas un système aussi unifié qu'on veut bien le présenter parfois. C'est vrai que quand on regarde la Chine d'ici, on a toujours cette espèce de prisme à travers lequel on voit ça comme un tout indivisible. On voit le Parti communiste chinois, quoi. Et en fait, or, le crédit social, c'est une série d'expérimentations qui sont assez disparates, que les systèmes marchent aussi assez mal finalement, ou en tout cas moins bien que ce qu'on veut bien dire. Le couplage avec la reconnaissance faciale n'est pas systématique. Enfin, il y a tout un tas de réserves ou d'observations à apporter à ce qu'on voit. L'impulsion est gouvernementale ou elle est municipale? C'est-à-dire que c'est les communes chinoises qui décident de tester?
Alors, c'est les provinces qui décident de le faire. Alors après, c'est évidemment quand même sous une impulsion assez forte de l'État et des entreprises qui sont elles-mêmes sous perfusion de fonds publics. Parce qu'effectivement, en Chine, et c'est aussi pour ça que c'est vu comme l'horizon suprême de la reconnaissance faciale, mais de la technologie en général aujourd'hui, en tout cas de l'horizon sécuritaire de la technologie, c'est parce que vous avez des entreprises qui sont largement financées par l'État, qui du coup ont des moyens de développer tout un tas de technologies plus futuristes les unes que les autres. Et on va y revenir à ce moment-là sur la Chine. Ce qui est intéressant dans le cas de la Chine du crédit social, c'est que la raison initiale qui avait été avancée, c'était pas du tout le flicage de la population. C'était en fait comment est-ce qu'on crée un indice de confiance pour les entrepreneurs étrangers en réalité. Et donc en fait, initialement, une des raisons qui était avancée, c'était comment est-ce que, de façon très objectivable, on crée un indice de confiance. Mais en quoi ce système était censé créer un indice de confiance pour les investisseurs? La première cible, c'était les commerçants. Donc, et petit à petit, chinois. Et donc, les TPE, PME, l'ensemble du tissu entrepreneurial chinois, et comment, par un système de notation, et donc de crédit, on note la solvabilité, la confiance, le respect des délais, etc. Donc, c'était en fait la raison officielle première invoquée. Et évidemment, on voit que ça a très vite, en fait, ça a été très vite amplifié. Et évidemment, appliqué à l'individu. Ce qui est aussi intéressant dans le cas chinois, c'est que d'ici et de France, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en réalité, ça n'arrivera pas, et c'est ce que vous disiez, c'est dystopique, parce qu'on n'est pas dans le même système de valeurs, parce que c'est le gouvernement panoptique, communiste, chinois, etc. En réalité, peut-être, et vous nous éclairez peut-être là-dessus, mais peut-être qu'en France, on n'aura pas, ou en Europe, on n'aura pas exactement ce format-là, n'empêche que la question de la surveillance généralisée, quel que soit son format, pose question. Et le cas chinois est intéressant parce que c'est le paroxysme du modèle. Et se cacher derrière la question ou l'excuse de « nous n'avons pas les mêmes valeurs » est un peu trop rapide. Enfin, le cas chinois, le cas des 43 communes chinoises, 43 c'est rien. Le crédit social mis en place dans les provinces chinoises. Le paysage de ces 43 communes, tel qu'il ressort de cet extrait qu'on vient de voir, c'est quelque chose c'est un objectif vers lequel vous croyez que la France doit aller? C'est quelque chose qui, au contraire, vous épouvante? Comment vous réagissez? Moi, je pense que c'est important, en fait, de montrer ce cas-là. Parce que c'est probablement l'exemple de ce vers quoi on ne tend absolument pas. Ça, c'est extrêmement clair dans... On ne souhaite pas tendre. Absolument pas. Enfin, je veux dire, c'est pas le sujet. Et ce serait même dangereux... Je dis souvent, enfin, on a la tentation, la rapidité de la discussion autour de ça fait qu'on a tendance à mettre un peu tout sur le même plan, comme si la Chine, la France, l'Europe ou les États-Unis pouvaient être exactement sur le même plan. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la Chine, on peut faire ce type d'expérimentation parce qu'ils n'ont pas informatique et liberté, parce qu'ils n'ont pas le règlement RGPD, qui n'empêche pas d'expérimenter aujourd'hui en France un certain nombre de choses. Hein. On en viendra probablement aux exemples précis de la France. C'est-à-dire, ce qui nous en prémunit, c'est la CNIL ou le règlement... Le règlement RGPD. Ce qui nous en prémunit, c'est la voie française, la voie européenne. Aujourd'hui, on a une voie très forte, enfin en tout cas moi c'est mon rôle en tant que parlementaire, d'exprimer quelle est la voie française et quelle est la voie française au sein de l'Europe, hein, parce qu'on n'est pas tout seul non plus. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays européens qui nous regardent avec beaucoup d'attention sur ce sujet en se disant... La voie VOIE. Oui, la voie... finalement, oui, bon, moi j'aime bien la voie parce qu'on ne sait pas si c'est la voie le chemin ou la voie l'expression. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est exprimer fortement que... on se raccroche au règlement RGPD, qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, qu'on n'a pas la volonté d'aller vers un système de surveillance généralisée, c'est pas ça. Sauf que le règlement, la loi aujourd'hui que nous avons, le système en place, permet des expérimentations qui ne sont pas, de mon point de vue, ni académiques ni scientifiques. Et c'est là où il faut arriver à remettre du scientifique et de l'académique sur les algorithmes. Il y a un rapport de Cédric Villani sur le sujet qui est extrêmement intéressant, qui a déjà posé un certain nombre de prérequis. Qu'est-ce que les collectivités locales, finalement, comprennent de ce sujet-là? Est-ce qu'elles ont la compréhension scientifique du sujet? Ou est-ce qu'elles ne le couplent pas naïvement avec la vidéoprotection? Alors qu'en fait, on est sur des sujets très différents. On peut avoir de la vidéoprotection sans forcément avoir de la reconnaissance faciale. Donc tous ces sujets-là nécessitent de reposer le cadre très calmement et donc d'expérimenter et aussi de consulter de manière effective la population. Alors, comment on peut reposer le cadre? Quels sont les garde-fous qu'on peut ou pas mettre en œuvre? Ça va être le sujet de l'émission. Alors, l'accroche d'actualité en France sur cette question de la reconnaissance faciale, c'est ce projet Alicem, Juliette. Donc, Alicem, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une application gouvernementale dont la création a été décidée par un décret en mai dernier et qui doit permettre aux gens d'accéder par un seul dispositif
dispositif à de très nombreux services publics en créant ce qu'on appelle une identité numérique. Alors c'est par Bloomberg que l'information a d'abord filtré fin septembre, début octobre, si je ne m'abuse, avec un certain nombre d'articles ensuite qui ont été écrits sur le sujet. Le site donc Bloomberg assurait que l'application devait être lancée fin novembre. Et l'une des raisons pour laquelle beaucoup se sont soudain intéressés à l'ISEM, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale lors de l'inscription sur l'application. Alors à quoi ça ressemblerait? France 3 en faisait une démonstration le 17 octobre dernier. Pour l'utiliser, il faut s'inscrire, photographier son passeport, puis poser par-dessus son téléphone. Et là, pendant quelques secondes, l'application va lire la puce de votre passeport pour vérifier que c'est un passeport authentique et il va en extraire la photographie que vous aviez remise lors de votre demande de passeport. Une photo que vous devrez comparer à vous-même, en train de sourire, cligner des yeux ou tourner la tête. Utiliser ce service ne sera pas obligatoire et selon l'État, les photos ne sont pas conservées. Ce n'est pas un fichage. Le projet Alicem ne porte en lui-même aucune possibilité d'utilisation abusive. C'est fait sous votre contrôle et à votre initiative et il n'y a aucune trace qui est gardée à l'extérieur de votre téléphone. Alors, on en est où aujourd'hui devant l'émotion suscitée, le gouvernement a reculé? J'ai pas bien compris. Moi. Alors en fait, du côté de l'Agence nationale des titres sécurisés, donc l'ANTS, qui est celle qui gère le développement de cette application, on précise aujourd'hui qu'elle est encore en phase de test auprès des employés de l'ANTS et qu'aucune date de mise en accès pour le grand public n'a encore été fixée. C'est le gouvernement qui doit la fixer. Et Jérôme Laitier, le directeur de l'ANTS qu'on a vu là dans le reportage, qu'on a contacté, vise une sortie pour fin 2019, début 2020, mais pour le moment, il n'y a pas de date plus précise. Alors que ça devait être fin novembre. Hein. Donc, on est sur un report d'un mois ou 2 mois. Pour l'instant, c'est bien ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à craindre dans cette application, je veux dire en quoi c'est pas un plus pour les usagers de pouvoir, effectivement, quand ils se connectent au site de la Sécu, au site des impôts, à je ne sais quoi, être reconnus facilement plutôt que de rentrer un mot de passe compliqué? Il y a plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est la question de l'efficacité, de la légitimité de ce type d'usage en réalité. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de moyens qui sont à disposition des citoyens pour accéder à leurs divers portail e-gov ou même en physique. Et donc, en réalité... E-gov e-gouvernement, enfin toutes les applications étatiques, donc impôts.gouv, Pôle emploi pour ceux qui sont au chômage, la sécurité sociale, etc. Oui, donc, mais enfin, excusez-moi, mais la reconnaissance faciale, c'est plus simple. C'est-à-dire que moi, quand je me connecte sur impôts.gouv.fr, il faut à chaque fois que je retape un code de 13 chiffres, je crois. Si j'étais reconnu par le site, voilà. Donc, et c'est souvent en fait l'argument qui est avancé, c'est le confort d'usage en réalité. Et donc c'est le gain de temps. On le voit aussi avec le paraphe dans les aéroports. Donc c'est la fluidité, c'est raccourcir le temps. Donc c'est en permanence l'argument de l'expérience et du confort, de l'ergonomie. En réalité, ce qui se joue et ce qui est un peu plus problématique, c'est l'accoutumance à ces usages. Et on le voit très bien, c'est-à-dire que tous les cas de reconnaissance faciale ont commencé par des paiements en ligne, enfin par appli mobile plus simple, retrouver des amis sur les réseaux sociaux, donc ils sont tagués de façon automatique, c'est déverrouiller l'iPhone, le smartphone. Et donc en réalité, on commence par ce qu'on appelle pseudomorphisme, on introduit des usages commerciaux, marketing ou pour des raisons parfaitement d'ailleurs argumentées de confort d'usage. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait demain? Et ce qui est intéressant avec Alicem, c'est qu'on ne le met pas assez en lien avec ce qui s'est passé un an auparavant, c'est-à-dire la validation du fichier TES, qui est en fait une base de comparaison absolument énorme de l'ensemble de la population française qui consolide l'ensemble de nos données, y compris les données biométriques. Donc en réalité, on a déjà mis en place la base de comparaison parce que, juste pour revenir, qu'est-ce que c'est que la reconnaissance faciale? Juste, excusez-moi, j'ai entendu là dans le sujet de France 3, les données ne seront pas gardées. Le gouvernement nous assure que les données ne seront pas gardées. Oui, il n'y a pas d'interrogation du fichier TES dans la comparaison faciale qui intervient. Par contre, là où je rejoins ma camarade sur la question de l'accoutumance, ce qu'on appelle l'accoutumance, le gouvernement l'appelle acceptabilité. C'est le mot qui revient perpétuellement sur les questions de reconnaissance faciale en ce moment. C'est le terme qui était utilisé lors du dernier congrès Technopolis qui réunissait un peu le gratin de la police, de la gendarmerie et des industriels. On en est à débattre des modalités.
l'ISEM, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'usage le plus inquiétant de la reconnaissance faciale. Effectivement, c'est présenté comme une simplification administrative. C'est pas une application de reconnaissance faciale. C'est pas une application Ça touche à l'identité numérique, ça n'a rien à voir avec... C'est quoi la différence? C'est-à-dire que le sujet de départ, c'est qui est mieux à même que l'État, peut-être, mais c'est un débat qu'on peut avoir avec les citoyens à un moment donné, qui est le mieux à même de valider, de garantir votre identité numérique. Il se trouve que dans la validation pour dire « c'est bien moi », l'ISEM s'est inspiré de Paraph, en fait, c'est la déclinaison parfaite de Paraph, où quand vous allez dans un aéroport, vous passez votre passeport et la caméra qui est en face dit oui, c'est moi, non, c'est pas moi, le truc s'ouvre et toutes les données disparaissent. Là, c'est la même chose. Mais en quoi ce n'est pas de la reconnaissance faciale? On utilise la technologie de reconnaissance faciale pour authentifier à un moment donné une personne. On fait une comparaison entre un gabarit et... alors, je voudrais qu'on s'entende bien sur les mots. Si à l'ISEM, c'est pas de la reconnaissance faciale, en fait, qu'est-ce qui lui manque pour être de la reconnaissance faciale? On utilise la technologie, on utilise la reconnaissance. Non, mais parce que le problème, c'est qu'on fait toujours des raccourcis. Encore une fois, ça va trop vite. À l'ISEM, ce n'est pas un dispositif de reconnaissance faciale. C'est un dispositif qui vise à garantir l'identité numérique. L'objectif de la reconnaissance faciale. Et qui utilise, pour valider que c'est bien vous, une technologie de reconnaissance faciale. Mais dans l'expérimentation, parce que ça aussi, je pense que c'est important de redire, on est dans le cadre d'une expérimentation. Et d'ailleurs, tous les débats vont nourrir les évolutions d'Alicem. On dit bien que dans la proportionnalité, peut-être que finalement, on ne sera pas obligé de passer par la reconnaissance faciale pour garantir son identité numérique. Peut-être qu'on gardera, et c'est cette histoire de la proportionnalité, d'aller dans sa mairie pour valider que c'est bien moi la personne. D'accord, mais pour l'instant, on est bien dans un dispositif... Non, mais je voudrais qu'on s'entende sur les mots, parce que sinon, ça va être compliqué l'émission. On est bien dans un dispositif de reconnaissance faciale. D'un point de vue technique, oui. On est dans un dispositif qui utilise la reconnaissance faciale pour valider que vous êtes bien réellement cette personne. Je pense que c'est le moment d'opérer un distinguo qui est important. C'est qu'on a un ensemble qui est la reconnaissance faciale. Là-dedans, on a l'authentification. L'authentification, c'est à l'ISEM. L'authentification, c'est Paraph quand vous passez les contrôles aux frontières, que vous prenez l'avion. L'autre question, qui est moi la question qui me préoccupe peut-être davantage aujourd'hui quand on parle de reconnaissance faciale, c'est la question de l'identification. C'est-à-dire identifier quelqu'un. On va avoir une caméra ici qui va déterminer que vous êtes bien Daniel Schneiderman en interrogeant par exemple une base de données. Ça, c'est l'application notamment policière qui est un peu l'Eldorado sécuritaire aujourd'hui quand on parle de la reconnaissance faciale. Donc il y a ce distinguo entre l'authentification d'un côté, l'identification de l'autre, mais dans tous les cas, c'est de la reconnaissance faciale. Ce qui fait la limite, c'est est-ce qu'on a recours à une base de données ou pas? C'est bien ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interroge une base de données, là on est dans l'identification, on change d'échelle, mais encore une fois, les deux questions sont liées. À partir du moment où on crée cette accoutumance, où l'ISEM est une brique logicielle, après on peut la présenter comme on veut, mais en tout cas, on pose la question, et je trouve qu'on doit se saisir de cette question-là pour savoir est-ce qu'en tant que société, on veut être dans un univers et dans un milieu où on peut identifier les individus. Vaste question, mais avant de poser les questions, je voudrais qu'on s'entende sur les mots. Juliette? Je voulais juste donner une précision parce que vous disiez peut-être qu'on pourrait utiliser autre chose que la reconnaissance faciale. La CNIL a rendu un avis dans lequel elle critiquait notamment le fait que dans l'ISEM, il n'y a aucune autre possibilité pour confirmer son identité que la reconnaissance faciale, ce qui irait à l'encontre du RGPD, donc le règlement de protection des données. Mais du coup, moi, j'ai contacté donc, Jérôme Laitier de l'ANTS et dans la phase de test qui est encore en cours, l'ANTS n'envisage pas de faire une alternative à la reconnaissance faciale à l'intérieur d'Alicem en considérant qu'il existe d'autres moyens par ailleurs d'accéder aux services publics qui seraient accessibles sur Alicem et que donc il n'y a pas besoin à l'intérieur d'Alicem. D'accord. Voilà, alors, on a démarré sur les chapeaux de roue, là, sur les questions de surveillance, de flicage universel, etc. Mais ce n'est pas la seule question que pose Alicem et que posent ces dispositifs. Il y en a une autre que je voudrais qu'on évacue tout de suite pour ensuite revenir à la surveillance, et elle était posée par le défenseur des droits Jacques Toubon. Oui, l'autre question que ça pose d'une manière plus globale, c'est celle de la fracture numérique, puisqu'on est quand même sur une numérisation demandée et voulue en 2022 de l'intégralité des services publics. Et est-ce que ça ne va pas conduire à mettre sur le carreau un certain nombre de Français? On pense notamment aux personnes âgées, aux zones blanches où l'accès à Internet est compliqué. On pense aussi aux immigrés qui n'ont pas forcément les compétences, les connaissances pour accéder aux services publics sur Internet et qui en ont besoin pour leurs démarches administratives. Et c'était effectivement l'inquiétude qui était exprimée par Jacques Toubon, le défenseur des droits, le 12 novembre dernier. C'est plus qu'une fracture numérique. C'est une organisation des services publics, des procédures, des effectifs qui font qu'il y a de moins en moins de présence humaine dans les services publics, dans les administrations, en face des usagers, des prestataires, des justiciables,
toutes les personnes, les hommes et les femmes, qui ont besoin des services publics. Et à partir de ce moment-là, cela crée une inégalité profonde entre les personnes qui peuvent accéder aux services publics et donc à leurs droits et celles qui ne peuvent pas. Et ce que j'ai dit en ce qui concerne la numérisation, c'est qu'il existait 20 à 25% de la population qui ne peut pas accéder aux services publics et donc à ses droits à travers des demandes en ligne. Mais c'est une question qui est plus essentielle. Est-ce que les services publics vont continuer à être universels, c'est-à-dire à s'adresser de manière égale à toutes celles et à tous ceux qui vivent dans notre pays, qui ont besoin du service public, ou est-ce qu'il y aura des laissés pour compte ? Est-ce qu'un des objectifs d'Alicem, je ne dis pas le seul, un des objectifs est de contribuer à la réduction du nombre de fonctionnaires en France ? Non, non, absolument pas. Ah bon ? Mais ça risque d'être un effet. Mais non, enfin... Ça peut être un effet. Non, non. Aujourd'hui, je veux dire, on n'a pas attendu Alicem pour numériser les services publics. Donc cette question de l'accès au numérique, elle est posée de manière générale. Et ce que pointe Jacques Toubon est essentiel. C'est pour ça que vous avez les maisons de services publics ou les maisons France Publique Demain qui vont permettre... Si vous ne pouvez pas déclarer vos impôts avec Internet, il n'y a pas de question de reconnaissance faciale là, dans ce sujet-là. C'est que tout simplement, aujourd'hui, quand vous devez commander un billet même de train, on peut prendre cet exemple-là très concret, vous avez quasiment plus de guichets grandes lignes dans les villes, donc la question de la fracture numérique se pose. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait dans le service public, et moi je pense que les mairies de manière générale sont le lieu où on peut faire ça, où il y aura toujours une possibilité d'accéder à ces services numériques, parce qu'effectivement sinon on va engager une fracture numérique qui n'est pas souhaitable. Sur ce point du risque de la fracture numérique, est-ce qu'il existe indépendamment de la reconnaissance faciale ? Est-ce que la reconnaissance faciale l'accentue ? Disons que sur le cas d'Alicem, par exemple, moi, l'argument, c'est aussi celui que m'avait donné Jérôme Laitier, le directeur de la NTS, c'était de dire vous pouvez toujours aller en mairie, faire les démarches en accédant directement au site de la Sécu, au site de la CAF ou que sais-je encore. Encore une fois, il y a quand même une prime à la littératie numérique, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de manipuler un smartphone, que vous savez vous en servir, que vous en possédez un, vous êtes privilégié, on va dire, c'est plus facile pour vous. Vous avez le choix, effectivement, de ces différents dispositifs. À partir du moment où, demain, vous avez peut-être pas de connexion Internet, où il n'y a plus de service public près de chez vous, est-ce que vous allez avoir le choix d'utiliser ou non cette technologie? La question peut se poser. Donc la question du consentement, qui était le point soulevé par la CNIL, est effectivement une réalité dans un certain nombre d'endroits en France, et il en existe beaucoup, où les alternatives sont peut-être pas aussi évidentes qu'ici à Paris ou dans une grande ville. Claire. Alors, la surveillance, le risque que fait peser la reconnaissance faciale de flicage universel, on va dire. On va aborder le débat à travers l'exemple de la radieuse ville de Nice. Oui, parce qu'en matière de reconnaissance faciale, comme d'ailleurs auparavant en matière de vidéosurveillance, l'un des politiques qui pousse le plus pour adopter cette technologie dans un usage sécuritaire, c'est Christian Estrosi, le maire LR de Nice. Parmi les dispositifs qu'il a avec d'autres défendus, l'introduction de la reconnaissance faciale dans 2 lycées, l'un à Nice et l'autre à Marseille. TF1 en parlait en novembre 2018. La CNIL surveille de près un projet de la région PACA digne d'un film de science-fiction. Dans ce lycée, les élèves ne seront plus seulement surveillés, mais identifiés par reconnaissance faciale. Des portiques devraient être installés en début d'année. Donc le système va être installé dans cette partie ici de la cour, avec 3 couloirs qui vont distribuer le passage des personnes qui sont volontaires pour participer à cette expérimentation. Les élèves pris en photo disposeront d'un badge biométrique et devront se présenter devant une caméra pour entrer au lycée. Si le visage n'est pas reconnu, les surveillants seront immédiatement alertés sur leur tablette. C'est un dispositif qui se veut complémentaire par rapport au rôle du surveillant, mais en aucun cas il ne saurait le remplacer. Les professeurs, eux, ne sont pas concernés par le dispositif, mais certains s'interrogent sur l'utilisation des données de leurs élèves. Ce fichier, il va être donné à une entreprise extérieure, privée, et derrière, il y a toute l'utilisation des données personnelles. Ça pose un problème d'éthique par rapport à notre public d'élèves mineurs.
Alors, il faut savoir que la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés numériques, a, avec d'autres organisations, déposé un recours contre ce projet. Et fin octobre, la CNIL a rendu un avis indiquant que le dispositif, je cite, ne saurait légalement être mis en œuvre, notamment parce que le projet n'était pas conforme au principe de proportionnalité, c'est-à-dire pour faire rentrer des élèves dans un lycée, il y a peut-être d'autres moyens que la reconnaissance faciale. L'avis de la CNIL n'est pas contraignant en soi et le recours devant le tribunal administratif n'a pas encore été examiné et Christian Estrosi, lui, continue à défendre le projet comme il le faisait encore cette semaine au micro de France Info. Nous avions décidé une expérimentation dans un lycée de Nice et un lycée de Marseille. D'ailleurs, ça n'est pas de la reconnaissance faciale, c'est de la comparaison faciale. C'est d'autant plus incompréhensible de la part de la CNIL. C'est quoi la différence ? La comparaison faciale, c'est ce que vous faites avec votre passeport lorsque vous passez au contrôle aux frontières. Enfin, un lycée, c'est pas une frontière. Si ce n'est que nous avions choisi avec des élèves volontaires, l'accord parental, l'accord du conseil d'administration, simplement qu'avec le badge d'accès, on vérifie que ce ne soit pas un badge volé, que ce soit bien le vôtre par de la comparaison faciale. C'est donc inexplicable de la part de la CNIL de prendre une décision qui pourtant s'applique aux frontières avec nos passeports. Bon, si je comprends bien, Estrosi est raccord avec vous, c'est-à-dire qu'il faisait le distinguo reconnaissance, comparaison, et dans le dispositif là, mis en œuvre devant le lycée, il voyait de la comparaison. Là où il a raison, là où il a tort. Là où il a raison, c'est qu'on pourrait se borner en se disant, voilà, le lycée, c'est un endroit privé, j'ai les badges de mes élèves de toute façon, de manière, je pourrais avoir un badge papier aujourd'hui avec la photo et un humain qui regarde, ah oui, est-ce que c'est bien la bonne personne ? Et donc lui, il dit, j'ai le droit de faire ce que je veux dans un environnement privé, RGPD ne m'interdit pas de le faire, et donc je vais juste remplacer l'homme par une machine qui comparera. Là où il a complètement tort, c'est que déjà, ils sont mineurs, les élèves, donc comment ils peuvent donner un consentement à un moment donné ? Donc la proportionnalité... On parle d'élèves volontaires dans le sujet. Oui, mais le sujet... Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le sujet n'est pas... Non, ils sont mineurs, donc de toute façon, ils ne peuvent pas, au sens juridique du terme, ils ne peuvent pas donner un consentement clair et précis. Donc là, on dépasse complètement le cadre légal, et donc le cadre légal interdit de le faire, ils arrêtent, et on n'ira pas au-delà avec cette expérimentation, bien sûr. Ce qui est encore plus gênant dans le cadre de l'expérimentation, outre la question du consentement, en particulier sur un public mineur, c'est la question en fait des entreprises privées qui étaient évoquées dans le reportage. Et en réalité, l'expérimentation des 2 lycées à Nice et aussi à Marseille, Ampère et Eucalyptus, ont été donnés à une entreprise privée. Et donc, comment est-ce qu'en réalité, on transfère progressivement et petit à petit des questions régaliennes de sécurité, en fait, sous format de partenariat privé-public, qui en fait génère des millions, des dizaines de millions d'euros à chaque fois sur chaque projet. Sur Alicem, je crois que c'est 3,5 millions d'euros, etc. Et donc, en réalité, on vide petit à petit l'État de droit, de sa substance. Les compétences de l'État, on les vide petit à petit et on les transfère vers des méga-industriels privés. Et donc, c'est ce truchement permanent, en fait, entre privé et public qui pose réellement question et qui, en réalité... Depuis quelque temps, on le voit, et Snowden l'a beaucoup documenté, c'est en fait en permanence les collusions entre l'État et les intérêts privés, où le punitif et le divertissement s'interpellent en permanence, où tout à l'heure on parlait d'accoutumance par les usages, où on commence par l'iPhone, on commence par Facebook, et en fait on s'anesthésie, on dépolitise le sujet, et petit à petit on arrive à ce que Macron lui-même appelait la co-gouvernance. Il faut qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus, parce que c'est vraiment essentiel. Il y a ce que vous dites, bien sûr, moi je suis très soucieux de la dimension souveraineté régalienne, etc., mais il y a aussi... Quand on fait des expérimentations qui ne sont pas des expérimentations scientifiques, académiques, donc avec un cadre qui a été validé avec des gens dont c'est le métier... Du genre Nice. Du genre Nice, bien sûr, ce n'est pas une expérimentation académique ni scientifique. En fait, on donne des données à un industriel, donc il fait travailler son algorithme avec des données, des images, etc. Et donc on ne sait pas ce qu'il en fait après. Quand on appelle à de l'expérimentation scientifique et académique, et c'est ce que dit d'ailleurs la CNIL dans sa note du jour, elle explique que très clairement, il faut dire comment sont bornées les données, comment on les utilise et comment on les détruit. Parce que la reconnaissance faciale, elle ne marche que parce que les algorithmes se sont entraînés. Et si on veut diminuer les biais, on sait bien qu'il faut à un moment donné avoir des photos françaises et européennes, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Sauf que circonscrire une expérimentation avec 3000 personnes à Nice, par exemple, ou le cas des élèves, ne permet pas d'entraîner correctement les algorithmes. Mais alors, vous appelez de vos voeux des expérimentations encadrées. Oui. Mais alors, encadrées par qui ? Moi, j'appelle à 2 choses. Non, mais encadrées par qui ? Un conseil national scientifique,
un Conseil national d'éthique qui existe dans le cadre des lois de bioéthique et qui est étendu puisqu'il vient d'être nommé aujourd'hui à l'extension sur l'intelligence artificielle de manière générale. Donc un collège de scientifiques, de gens qualifiés, qui à un moment donné vont pouvoir dire c'est quoi un algorithme ? Comment on peut vérifier que l'algorithme qui est utilisé pour des sujets qui vont toucher au public, aux collectivités locales, à l'État, etc., est un algorithme qui a mis la transparence, l'éthique, en premier lieu. Ça veut dire que les industriels qui seront qualifiés à un moment donné auront ouvert les codes sources sur ces sujets-là. Je voudrais quand même juste revenir sur les expérimentations menées à Nice et à Marseille. On faut quand même un peu rappeler ce qui s'est passé. C'est une entreprise américaine, Cisco, qui a démarché la région pour venir expérimenter son dispositif de reconnaissance faciale dans les lycées. Moi, je suis allé à Marseille. C'est pas n'importe quel lycée dans lequel ils expérimentent ça. Ils vont pas mettre ça dans un lycée du 7e ou du 8e arrondissement marseillais. Ils vont mettre ça dans un lycée professionnel du 10e arrondissement, qui est un quartier populaire, où c'est des élèves qui sont majoritairement issus des quartiers nord. Donc vous avez une population extrêmement racisée. Et c'est sur cette population-là qu'on va décider de tester ces dispositifs. Donc déjà, c'est quand même un premier point qui m'interpelle. Le fait qu'on le fasse à l'école, je trouve que c'est tout sauf un hasard. L'école, c'est une institution disciplinaire, au sens où l'a décrivait Foucault. Et c'est une institution disciplinaire avec une population qui est homogène, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, l'échantillon des élèves va toujours être semblable. Et vous avez déjà des écoles et des établissements scolaires, et en particulier dans la région sud, qui collectent un certain nombre d'informations. Ils ont les photos des élèves. Il y a des bases de données biométriques quand même dans les collèges de la région sud, parce que maintenant on n'utilise plus les badges de cantine, mais on utilise son empreinte digitale pour aller se restaurer le midi. Donc tout ça intervient quand même dans un contexte assez particulier. À Nice, les portiques ont été installés pendant les vacances scolaires, en douce, sans que personne ne soit au courant. Les associations de parents d'élèves, les syndicats de professeurs n'étaient pas conviés aux interventions et aux réunions pour mettre en place le dispositif. Et les pouvoirs publics de la région sont allés jusqu'à invoquer le risque d'attentat pour justifier la mise en place de ces dispositifs auprès des parents d'élèves et des enseignants. Donc quand on parle de transparence, je veux dire déjà juste refaire cette petite histoire-là montre à quel point aujourd'hui on est dans une espèce d'hybridation publique-privée assez mortifère et d'une opacité assez effrayante. Vous avez des explications sur les raisons pour lesquelles ça a été expérimenté dans des lycées populaires, accueillant essentiellement des élèves racisés? Si vous n'avez pas de cadre aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. La collectivité locale, elle fait ce qu'elle veut, du moment qu'elle respecte RGPD. Donc voilà, le vrai sujet, encore une fois, il faut s'exprimer fortement sur ces sujets-là en disant que ce n'est pas la voie qu'on veut prendre et ce n'est pas ça qu'on encourage. Par contre, quand je me mets dans leurs chaussures 2 minutes, le cadre légal qui permettrait de contrôler ce qu'ils font et de le faire de manière scientifique et académique n'existe pas. Donc pourquoi on appelle à une régulation sur ces sujets-là? Pour éviter que les collectivités locales, qui ont été beaucoup dans l'apprenti sorcier sur la vidéoprotection, débordent à un moment donné de leurs compétences et se mettent à faire ce type d'expérimentation qui ne sont pas souhaitées. Et juste, quand on parlait justement des cibles qu'on utilise pour les expérimentations, donc des populations racisées défavorisées, ce qu'on voit aussi dans les biais des algorithmes de reconnaissance faciale et les algorithmes de façon générale, donc c'est les biais, et donc c'est en fait une reproduction des discriminations. Et on se rend compte que typiquement, les bases de comparaison, TES ou peu importe, toutes les bases de comparaison qu'on peut avoir, en réalité ont des taux de fiabilité très très élevés quand ce sont des hommes caucasiens, donc blancs. On a des taux d'erreur qui peuvent monter à plus de 30% quand ce sont des femmes noires, par exemple. Comment ça se fait? Ça se fait qu'en réalité, parce que techniquement, les bases de comparaison ne consolident pas suffisamment en fait d'images de femmes et de noirs, puisque les bases sont essentiellement nourries, et donc les algorithmes sont essentiellement entraînés sur des hommes blancs. Et donc en réalité, ils sont parfaitement entraînés, en effet, et donc on a des taux de succès, des taux de fiabilité plutôt élevés sur des cibles blanches, et on a des taux d'erreur qui sont beaucoup plus élevés, et donc inacceptables quand on est sur des taux d'erreur à 30%, sur des personnes noires, des femmes, etc. Et donc, est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de craindre que ces dispositifs visent en premier lieu les racisés? Si ça vise en premier lieu les racisés, les bases de données de racisés devraient être mieux fournies, si j'ose dire, que les bases de données d'hommes blancs. En l'occurrence, aujourd'hui, les bases des algorithmes, par ailleurs, l'algorithme est aujourd'hui une boîte noire, et donc Cisco, etc., en réalité, on n'a aucune aujourd'hui façon d'auditer la façon dont les algorithmes et les arbres de décision qui sont injectés dans les logiciels sont construits, qui est une des clés du sujet. Le rapport de Villani, souvenez-vous, il y a absolument, que vous avez vous-même repris, mais la question c'est comment on va plus loin. L'audit des algorithmes. L'audit des algorithmes. Comment on ouvre la boîte noire pour comprendre quels sont les biais. Le rôle d'un État, à un moment donné, c'est celui-là. Et juste sur la question de l'expérimentation, je terminerai là-dessus.
de ma compréhension quand même de ce qu'est un pilote ou une expérimentation, ce sont toujours des phases 0 avant une généralisation. On est bien d'accord. On n'expérimente pas pour l'amour de l'expérimentation ou pour l'amour de la science. On expérimente pour tirer des premières conclusions, pour généraliser. Donc si l'idée c'est d'expérimenter, on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop quel périmètre, pour généraliser. Très précisément. On sait quoi expérimenter, quel cas d'usage, quelle région, quelle durée, etc. Ça on sait. Enfin, je veux dire, typiquement, quelles expérimentations, je suis pas un sachant. Expérimentations vous appelez-vous de vos voeux, typiquement? Moi, très simplement, aujourd'hui, il y a 3 cas d'usage qu'il faut tester. Les aspects de sécurité, on en a parlé. Les aspects de gestion de flux, on en a parlé aussi rapidement. Et il y a surtout tous ces cas d'usage en fait, commerciaux qui, à mon avis, sont probablement, alors je ne donne qu'un avis personnel, mais c'est à la lumière de toutes les auditions que j'ai pu faire depuis 12 mois sur le sujet, qui sont tous ces cas d'usage commerciaux qui, à mon avis, vont probablement être rejetés en masse par les citoyens. Parce que quand vous arrivez à un moment donné dans une expérience commerciale ou quand vous allez rentrer dans un magasin qui vend des cosmétiques et que compte tenu de votre morphologie, on va vous proposer de l'antiride, quand vous rentrez dans un magasin, enfin dans un restaurant et qu'on va vous proposer la version XXL versus la version normale parce que votre morphologie semble plus importante qu'une autre personne, on atteint la limite de ce qui est le respect de la liberté individuelle. Et ça, en termes de pédagogie sur ces sujets, il y a un énorme travail à faire avec, c'est pour ça que j'appelle une consultation aussi citoyenne effective, pour s'assurer qu'à travers cette consultation, on fasse cette pédagogie. Oui et non, parce que en récupérant les attendus du congrès Technopolis qui s'est tenu au mois de septembre, je lisais un colonel de la gendarmerie, qui était par ailleurs un colonel de la gendarmerie qui avait écrit une note du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui appelait de ses voeux la reconnaissance faciale en disant que si on arrivait justement à réduire les biais dont il était question, on résoudrait le problème des contrôles faciès par un contrôle d'identité permanent et général. Bien sûr. Je laisse tout un chacun le soin de se faire une idée. Légalement n'est pas possible. Hein. Encore une fois, c'est important de redonner toujours le cadre. C'est important de donner le cadre légal, mais c'est aussi important de préciser que c'est quand même la parole d'un colonel de gendarmerie. J'ajoute qu'on a tenté d'inviter ce colonel de gendarmerie qui n'a pas répondu à notre invitation. Qui n'a pas souhaité, qui n'a pas venir souhaiter s'exprimer. J'en aurais adoré l'entendre. Et ce colonel de gendarmerie disait aussi qu'en Chine, toujours face à ce repoussoir chinois, qui est un repoussoir, mais qui est quand même aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, y compris parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On rechigne au modèle chinois, mais pas forcément à l'achat de technologies chinoises. Ce colonel de gendarmerie disait qu'en Chine, les usages commerciaux de la reconnaissance faciale avaient été admis, et qu'il ne voyait pas pourquoi, chez nous, on peut estimer qu'on suit un peu la même pente. Effectivement, aujourd'hui, vous pouvez déverrouiller votre téléphone avec votre visage. Il y a déjà des usages commerciaux de la reconnaissance faciale qui se sont démocratisés. Ils ne comprenaient pas pourquoi on serait réfractaire à une utilisation régalienne au nom de la sécurité de ces types de dispositifs. Donc, je pense qu'il est quand même important de garder à l'idée que cette articulation entre les usages commerciaux qui préparent justement le terrain sont ensuite utilisés comme des prétextes et comme des arguments par les tenants de cet Eldorado sécurité. Après, ce colonel de gendarmerie résonne comme un colonel de gendarmerie. Hein, oui. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire, quand vous demandez à accéder à des bandes de vidéos dans le cadre d'une affaire, c'est un juge qui, dans le cadre d'une affaire précise, dans le cadre d'une enquête, va pouvoir consulter. Et donc, il n'est pas question de déroger à ça aujourd'hui. Qu'il y ait une technologie qui, à un moment donné, permet d'accélérer, quand il y a une commission rogatoire pour retrouver plus rapidement les gens, oui, certainement. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité avec une technologie de dire tiens on va croiser des fichiers. Non, ça n'existe pas parce que les gens qui écoutent ont l'impression que parce que c'est possible, on le fait. Non, aujourd'hui la loi interdit strictement de croiser des bases de données avec des images. Vous venez de le dire, la loi aujourd'hui. Or la loi demain, la loi c'est des textes malléables qu'on peut réécrire, qu'on peut annoter en permanence, etc. Oui. Et d'ailleurs on le voit même sur le fichier TES, l'article 4 est très très vague, c'est-à-dire qu'il donne quand même accès aux agents de sécurité, de police, etc. Accès à ces bases de données, à ces bases de comparaison dans les cas d'intérêt suprême de la nation et de terrorisme. On sait parfaitement que la définition de ce qu'est un terroriste aujourd'hui ou demain ne sera peut-être pas la même, en fonction de entre les mains de qui on va mettre ces outils-là, on peut avoir un cas chinois qui peut se profiler, etc. Donc la loi n'est pas une espèce de garde-fou absolu, puisque c'est un texte qui est absolument malléable. On est bien d'accord et on comprend bien que vous êtes sceptique sur la technologie elle-même en disant finalement aujourd'hui il y a des lois protectrices et demain une autre majorité arriverait au pouvoir ou la même majorité, une loi ça se change. Mais alors qu'est-ce qu'on fait
pour empêcher que se développe cette technologie, pour empêcher la recherche sur cette technologie, pour empêcher qu'elle progresse, qu'elle s'affine? On fait quoi? On interdit la recherche? On fait comment? Non, on n'interdit pas la recherche, mais ça c'est très intéressant. Parce que évidemment qu'il faut innover, mais ce qu'on entend aussi beaucoup dans le discours, c'est, en tout cas l'impression que j'ai, c'est on innove pour innover. Et donc l'innovation devient une fin en soi. Or, pendant très longtemps, l'innovation était un moyen pour une forme de progrès social. Or, on voit très bien en réalité qu'aujourd'hui, les nouvelles technos ne sont absolument pas du tout vecteurs de progrès. Elles sont vecteurs de nouveaux usages, elles sont vecteurs de confort d'utilisation, on le met souvent en avant, mais en réalité, et ce qui est très embêtant, c'est que l'Europe, avec le RGPD, s'est mise ou s'est positionnée sur l'échiquier mondial comme la championne de l'éthique. Pourquoi est-ce qu'on n'innoverait pas sur la question des libertés, sur la question de l'éthique? Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment on fait pour empêcher une technologie de se développer, de progresser et de s'affiner? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question? Il faut spatialiser le problème. C'est-à-dire qu'il faut spatialiser le problème, il faut regarder ce qui se passe dans les villes. Et c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'Alicem. Moi, je regarde de beaucoup plus près ce qui est expérimenté à Nice, ce qui est expérimenté à Marseille, ce qui sera demain expérimenté ailleurs. Parce que, gardons l'exemple de Nice. C'est un bon cas d'étude parce que pour le coup, Nice, qui est une espèce de showroom sécuritaire, qui est la ville la plus vidéosurveillée de France, offre effectivement un certain nombre d'informations intéressantes sur ce qui pourrait ensuite s'étendre à un certain nombre de municipalités. À Nice, vous avez du coup un centre de supervision urbaine, CSU. Il y en a dans d'autres villes de France. Il y a tout un tas de villes de France qui disposent de réseaux de vidéosurveillance qui veulent se doter elles-mêmes de leur propre CSU parce qu'elles voient ce qui se fait dans ce type de ville. Quand Christian Estrosi décide de mener cette expérimentation dans les lycées, si la CNIL n'intervient pas, ou s'il décide de passer outre, parce qu'il a quand même déjà, et Renaud Muselet, le président de la région, était un peu sur la même ligne en disant on y retournera, qu'est-ce qui va demain les empêcher, ou avec quel contrôle? On va s'assurer que le flux d'informations extraits de la reconnaissance faciale dans les lycées ne va pas être couplé au centre de supervision urbain, au réseau de vidéosurveillance, à la vidéosurveillance intelligente. Alors je veux bien que ce ne soit pas de la reconnaissance faciale à proprement parler, il y a un distinguo, mais ça procède quand même de la même vous réflexion. Dites exactement la même chose que notre député, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des expérimentations sauvages qui ne sont pas acceptables et qu'il faut les encadrer, avec des garanties. Vous dites la même chose. Là-dessus, ce serait difficile d'être en désaccord, je pense. Si on peut s'arrêter sur le citoyen, on est tous d'accord sur le sujet, sauf que nous, on est un peu éclairés. C'est-à-dire qu'on est dedans, on a à chercher, etc. Le citoyen lambda, si vous ne faites pas la pédagogie avec lui, moi j'ai eu accès à Nice dans le cadre de mes auditions de manière très transparente, je dois le dire, parce qu'il n'y a pas eu de volonté de la ville de Nice d'essayer de cacher des choses, non, de manière extrêmement transparente. Je me permets quand même, il n'y a pas eu de volonté de Nice de cacher des choses. On a parlé de l'expérimentation dans les lycées, on pourrait peut-être revenir 2 minutes sur l'exemple du carnaval. Bien sûr, mais je veux juste aller au bout. Puis on va parler du carnaval. Si à un moment donné, les habitants de Nice ne connaissent pas au sens pédagogique du terme la finalité de ce qu'il est en train de se passer, ils vont décider comment? Ils vont décider en fonction des usages. Ils vont dire, moi je ne comprends pas, je veux dire, voilà, ça va vite, ça me permet de gagner du temps. Vous avez tous les cas d'application, on n'en a pas parlé, mais une personne âgée, une personne handicapée peut avoir une expérience utilisateur honnêtement extrêmement positive. Peut-être un bien grand mot, extrêmement, mais en tout cas différente de ce qui est aujourd'hui, donc peut gagner une forme d'autonomie avec la reconnaissance faciale. Donc il ne faut pas se priver en fait de ces évolutions-là. Mais je vous rejoins, sur les usages progressistes, il faut les regarder. L'usage qui est embêtant, c'est l'usage sécuritaire. Un mot sur le carnaval, si on a parlé du carnaval. Alors il y a effectivement ce qui s'est fait, il y a la manière dont c'est présenté. Et on va vous raconter comment ça a été présenté sur TF1, c'est ça ? Il me semble, oui. Alors, oui, c'était donc, pour revenir sur l'histoire, donc en février dernier, la ville de Nice a mené sur 3 jours une expérimentation de reconnaissance faciale pendant donc, ce fameux carnaval. Elle concernait exclusivement des personnes volontaires, quelques milliers, et visait à tester plusieurs scénarios dans lesquels la reconnaissance faciale pouvait être utilisée. Et on peut voir d'ailleurs la manière dont TF1 en parlait. Je me présente à nous, une maman vient de perdre sa petite fille. La maman nous a fait une photo sur le. Pouvoir retrouver un enfant perdu à partir d'une photo, et en quelques minutes seulement. Saturne, la petite fille a été localisée. C'est l'une des fonctions de ce logiciel de reconnaissance faciale, testé aujourd'hui et demain au carnaval de Nice. Au total, 1000 volontaires vont se fondre dans la foule. Parmi eux, le système recherchera des faux suspects ou encore des faux enfants égarés. Une innovation qui fonctionne avec des caméras de surveillance déjà existantes. Une expérimentation pour laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés a donné son feu vert le 15 février. Dès l'instant où, effectivement, ce sont des volontaires
et qu'en plus c'est connecté à aucun fichier, la CNIL ne peut que dire oui à une expérimentation de ce type. Ce qui sera efficace, c'est la jonction entre ça et des fichiers, et on ne sait pas quel fichier, et c'est bien là le fond du problème. Les résultats de l'expérience seront adressés sous la forme d'un rapport aux parlementaires, au gouvernement et à la CNIL. Alors, c'était pas du tout TF1, c'était BFM. On voit que BFM présentait l'expérience sous un jour tout à fait choupinou, pour arriver à retrouver des petites filles perdues dans le carnaval. Ce que vous disiez, c'est que vous avez remarqué qu'à Nice, l'expérience s'était déroulée quoi, dans une certaine opacité? Alors, je ne sais pas si c'est si on peut parler d'opacité, mais c'est surtout dans un déni de réalité que je trouve assez flagrant. C'est-à-dire que là aussi, il faut quand même repréciser le contexte. Donc, on a une entreprise monégasque qui s'appelle Confidencia, qui travaille avec un logiciel israélien qui s'appelle AppVision, qui est par ailleurs un logiciel utilisé par les autorités israéliennes pour garder la population cisjordanienne sous contrôle. On peut s'interroger sur le choix de cette société, passe encore. Vous avez enquêté là-dessus? Savoir comment cette société a été choisie? Alors, je gratte un peu, mais on sait que c'est une société qui, par exemple, est financée par Microsoft. Enfin, il y a quand même beaucoup d'argent derrière. Mais surtout, on nous vend une expérimentation. À la fin du reportage, on parle des résultats. On dit que les résultats ont été transmis à la CNIL. Les résultats qui ont été transmis, rendus publics, montrent que le logiciel a eu raison dans 100% des cas. Alors, moi qui suis ces sujets-là depuis quand même un certain temps, je me souviens d'une expérimentation au carnaval de Notting Hill à Londres il n'y a pas si longtemps, où le logiciel s'est trompé 35 fois sur 35. À technologie relativement équivalente, j'ai du mal à imaginer comment on passe de 100% d'erreur à 100% de réussite. Et on a fait des progrès? Alors, on peut se dire qu'on a fait des progrès technologiques. Qu'on ait fait un bond de cette ampleur me laisse quand même un peu perplexe. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que c'est l'entreprise en question qui a réalisé elle-même le bilan de l'expérience. Quand on parle d'auditabilité des dispositifs, je pense qu'ici, on en est quand même relativement loin. On a des gens qui sont interrogés et on nous dit 90-91% de la population trouve ça génial. Bon, c'est un échantillon de volontaires, donc on peut estimer qu'à la base, déjà, ils ne sont pas forcément hostile à la reconnaissance faciale. Donc là aussi, l'échantillon est un peu biaisé. Mais surtout, les résultats ne possèdent aucune donnée scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de taux de faux positifs. On nous dit le logiciel a réussi à distinguer 2 jumeaux monozygotes. Le logiciel a réussi à identifier une personne alors que la photo qu'il avait fournie, c'était un salarié, un employé de la ville de Nice, daté d'il y a 25 ou 30 ans. Donc regardez cette technologie merveilleuse capable d'identifier les individus. Sauf que la réalité, c'est que le logiciel utilisé a eu raison dans 100% des cas où il ne s'est pas trompé. Donc moi je veux bien, mais effectivement c'est un peu comme au loto, comme on se disait avant l'enregistrement de l'émission. Tous les gagnants sont des vainqueurs. Et c'est là la limite de l'exercice. Ouais. C'est-à-dire que si on propose... Encore une fois, la ville de Nice, ils sont dans le cadre du RGPD, le maire de Nice, il tire sa légitimité du vote. Les gens, ils ont voté pour lui, ils ont voté pour la vidéoprotection, etc. J'entends tout à fait. Il faut faire attention en démocratie, c'est aussi chacun qui choisit. J'entends tout à fait. Mais si vous n'êtes pas éclairé correctement, donc si on ne vous a pas dit effectivement pourquoi vous faites ça, quel est le cadre, c'est quoi un cadre scientifique qui n'en est pas un, et moi c'est pour ça que j'appelle à cette expérimentation nationale pour dire voilà, décider avec des scientifiques, avec le Conseil national d'éthique pour s'assurer. On a bien compris. Et consulter de manière générale la population pour qu'ils comprennent le. Moi, ce que je crains, c'est que ces résultats-là soient ensuite brandis. En plus, il aura échappé à personne qu'on arrive quand même dans un contexte d'élection municipale. Ces résultats-là vont ensuite être brandis pour justifier des mutations technologiques de villes qui sont déjà suréquipées technologiquement. Si on regarde la ville de Nice, la vidéosurveillance, on va nous dire demain, on met la vidéosurveillance intelligente, qui existe déjà à Nice et qui commence à arriver dans d'autres municipalités. Et on va finalement réussir, alors que le bilan de la vidéosurveillance est quand même assez largement contesté. C'est-à-dire, d'ailleurs, est-ce que depuis que Nice fait de la vidéosurveillance il y a un exemple malheureusement assez dramatique, c'est qu'après les attentats de 2015 à Paris, Christian Estrosi avait dit à Nice, les frères Kouachi n'auraient pas passé 3 carrefours. Hélas, on a vu ce qui s'est passé sur la promenade des Anglais. Ce qu'on peut dire, c'est que la déclaration un peu truculente comme ça de Christian Estrosi, elle n'a pas très bien vieilli. Et sur la délinquance quotidienne? Sur la délinquance, il y a toujours des chiffres. Nous avons réalisé tant d'interpellations. Des chiffres d'interpellation, c'est quand même, c'est pas un chiffre... Mais sur la baisse de la délinquance, on a des données ou pas? Mais sur la baisse de la délinquance... Ou pas la baisse d'ailleurs. On a des expérimentations aussi à l'étranger où on se rend compte que non, en fait, ça ne fait pas beaucoup baisser la délinquance, que le taux d'élucidation des affaires n'est pas augmenté par la vidéosurveillance. Bon, là, je ne fais que paraphraser les études de gens bien plus sérieux que moi, notamment Laurent Mucchielli, qui quand même suit ces questions-là depuis très longtemps. Est-ce que finalement, en se disant demain, on va automatiser la vidéosurveillance ou mettre de la reconnaissance faciale
et ça va permettre tout à coup de blanchir ce bilan-là par une espèce de logique saint-simonienne où on se dit que finalement la technologie améliore nécessairement la politique publique qu'on mène à l'intérieur de la ville. Moi, je trouve que ça pose un certain nombre de questions. Alors, je voudrais qu'on revienne, vous parliez tout à l'heure de cette interpénétration publique-privée qui prend des formes tout à fait nouvelles et préoccupantes. Je voudrais qu'on y revienne à propos d'un exemple très concret qui est l'exemple d'Amazon et de ce qu'on a récemment appris sur les pratiques d'Amazon. Oui, alors en fait, les entreprises privées qui travaillent au développement de logiciels de reconnaissance faciale, il y en a beaucoup. Elles ont une certaine importance. Aux États-Unis, notamment, où il y en a un certain nombre. Par exemple, Amazon, qui joue un rôle important sur le sujet, en lien même avec des administrations gouvernementales. Et c'est ce que rappelait BFM TV fin août. Les États-Unis, comme la Chine d'ailleurs, utilisent de plus en plus la technologie pour surveiller la population. Exactement, et avec la gracieuse aide de géants du web comme Amazon par exemple. Amazon par exemple, ils vendent des caméras connectées à installer devant sa porte. C'est en prévision de la livraison par drone, c'est pour que les gens n'aient pas peur de se faire voler leur paquet. Et en plus, cette caméra, ils peuvent l'utiliser pour la surveillance. Sauf que donc plein d'Américains s'équipent déjà de cette caméra, mais Amazon a aussi un partenariat avec la police des villes où il y a ces caméras, et elle propose à la police d'exploiter les images des caméras individuelles des gens. Elle leur propose même, ils vont aller encore plus loin, ils vont proposer à la police de mettre une technologie de reconnaissance faciale dans ces caméras, par exemple pour repérer des gens qui sont recherchés par la police et tout ça. Et ce service, Amazon, la presse américaine dénonce qu'Amazon aurait aussi essayé de le vendre au département de l'immigration américain. Je sais pas pour vous, moi je trouve que ça commence à sentir vraiment très mauvais. Alors, et tout ça est vrai, c'est-à-dire qu'Amazon a reconnu, c'est-à-dire les informations... C'est pas qu'ils l'ont reconnu, c'est qu'ils le commercialisent. C'est un produit commercial. À l'origine, c'est une fuite, non? À l'origine, ça a été découvert par... Non, c'est un logiciel... Avec le département de l'immigration, ça passe d'abord par une fuite de mail, par une association, et après c'est reconnu par Amazon. En ce moment, autour de la politique migratoire menée par Trump et au fait que les entreprises américaines l'aident largement. À l'origine, il y a une fuite, et aujourd'hui, Amazon assume parfaitement, comme vous le dites, cette commercialisation de ces données auprès de la police et auprès du département de l'immigration. C'est bien ça. Il y a deux aspects qui sont intéressants. C'est que donc il est question de deux choses en fait dans le reportage. C'est d'un côté ces sonnettes connectées, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle Ring, qui était une entreprise qui a été rachetée par Amazon en fait. Donc on voit bien qu'il y a un investissement de toute façon de ces très gros acteurs industriels vers la sécurité, la collaboration avec la police. Et ce qui se passe avec Ring, en fait, c'est qu'il y a des incitations financières pour l'équipement. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'États américains, l'État de Washington, par exemple, on vous dit, si vous achetez une sonnette intelligente Ring, on va vous rembourser $500, comme si c'était un vélo électrique. Et ensuite, une fois que vous avez installé cette sonnette intelligente, vous avez une application qui s'apparente à... cette espèce de comité de voisins vigilants qu'on connaît aussi sous nos latitudes, et on va vous inciter à partager les données que vous collectez avec les forces de police. Et donc Amazon avait noué des partenariats avec 400 forces de police locales pour transmettre justement les informations de ces caméras. Et ces clients étant parfaitement au courant, ou pas? Alors les clients, c'est-à-dire d'Amazon. Les clients d'Amazon les gens qui installaient chez eux ces sonnettes connectées. Ah oui, on leur dit, vous décidez de collaborer. Alors là aussi, on peut s'interroger effectivement sur le consentement, ce qu'ils recouvrent, etc. Mais on leur dit, vous transmettez ces informations aux forces de police locales parce que grâce à ça, on va pouvoir réduire la criminalité, mieux vous protéger, etc., etc. Sauf que ce qui se passe avec ce type de dispositif, c'est que la collaboration se faisant entre des voisins vigilants et des forces de police locales, par le truchement d'une entreprise privée, on a une espèce de privatisation du contrôle. On ne peut plus soulever le capot. Là, on ne peut plus du tout voir ce qu'il se passe. Donc il y a ça d'un côté. Et de l'autre, il y a effectivement Rekognition, qui est ce logiciel de reconnaissance faciale qu'Amazon a développé depuis maintenant quelques années, et qu'ils écoulent là aussi auprès de tout un tas de forces de police américaines. Et demain, si on a une commutation... je ne suis pas en train de faire de la science-fiction à la petite semaine. Si on a une commutation entre ces sonnettes intelligentes et ces dispositifs de reconnaissance faciale... Ouais, tout à l'heure, j'avais envie de vous demander, quand vous évoquiez cette interpénétration, là, j'avais envie de vous demander ce qui était, à vos yeux, le plus inquiétant
entre le fait que nos données se baladent dans les mains de toutes sortes d'entreprises privées qui les commercialisent et en tirent du profit hors de tout contrôle, et d'un autre côté qu'elles soient entre les mains de l'État qui en profitent pour faire de la surveillance. Mais je me rends compte que ma question est stupide parce que c'est les deux. Et c'est fromage et dessert. Et c'est fromage et dessert dans la même assiette. Et en réalité, ce qui est en train, à mon sens, d'advenir, c'est ces nouvelles formes de pouvoir, en fait, autour, vous le disiez en introduction, autour de la question de la donnée, et en particulier de la donnée personnelle, qui est une manne. Et ce qui se joue pour l'État, au-delà de la doxa hyper libérale qu'on voit advenir évidemment un peu partout, c'est la question de la compétence. C'est-à-dire qu'en réalité, on a une répartition des questions de souveraineté où les métaplateformes, les Amazon, Google, Facebook, mais aussi tous les industriels qui sont en train de développer ce type de technologie, en fait, récupèrent des fonctions qui initialement étaient dévolues à l'État. Et donc, ils sont en train de reconstruire de façon privatisée des souverainetés fonctionnelles, les applications, les usages divers et variés, mais où, en fait, ils captent de la donnée personnelle. Et l'État, qui est exsangue en termes de compétences et d'infrastructures informationnelles, a fondamentalement besoin de ces méga-industriels, de ces métaplateformes, pour se nourrir aussi sur la question sécuritaire. Et là où j'aimerais apporter une information supplémentaire, c'est qu'on le voit, mais y compris en France, c'est qu'on parle beaucoup de technologie, d'infrastructures, de données, etc. Mais il y a une ambiance en ce moment qui est la question du discours politique et de la rhétorique sur la peur, la menace, les antagonismes divers et variés, le terrorisme brandi, les immigrés, etc. Et donc, en réalité, on anesthésie aussi l'opinion publique et donc on crée un climat de peur qui fait que les usages commerciaux, en réalité, vont passer progressivement et très tranquillement vers des usages sécuritaires parce qu'on fait en sorte, en réalité, que ce soit la demande des citoyens. Anesthésiés, pris par ce discours politique sur la question sécuritaire et donc sur la question de la peur. Est-ce que vous partagez ce terme d'anesthésie? Vous avez aussi l'impression qu'on anesthésie les gens en leur faisant... C'est une demande fondamentale. Enfin, l'anesthésie, après ça c'est une perception. Moi dans mon travail de parlementaire, j'ai fait un rapport sur la reconnaissance faciale justement pour ça, c'est pour sortir de l'anesthésie. Deux choses par rapport à ce que vous dites qui me semblent vraiment essentielles. La première, c'est ce que je recommande dans le rapport, c'est la formation à l'économie de la donnée. C'est est-ce que de manière consciente, quand j'arrive peut-être en 6e ou en CM2, je peux aujourd'hui être en capacité de comprendre que je donne des données gratuitement à des entreprises qui gagnent énormément d'argent avec cette donnée gratuite. Peut-être qu'un jour, je vais vouloir être rétribué ou pas. En tout cas, cette question, elle n'est pas présente dans l'éducation. Donc, on a un travail à faire avec l'éducation nationale. Je ne suis pas inquiet. Moi, je dis toujours, je ne suis pas du tout inquiet sur la formation aux algorithmes. Le codage, tout ça, ça va vivre sa vie, il n'y a aucun problème. La formation à l'économie de la donnée, c'est beaucoup plus compliqué, on n'est pas bon. Et le deuxième axe, qui est à mon avis très important aussi, c'est est-ce que... on va être capable demain de lever l'ensemble de ces biais. Est-ce qu'un biais humain est meilleur qu'un biais technologique? Là, la ville de Nice, on est passé rapidement, mais enfin, on peut parler pendant des heures des biais humains quand on fait de la vidéoprotection. Donc est-ce que finalement on ne peut pas gagner quelque chose si les biais technologiques, et c'est en ce sens-là qu'on aura du progrès, s'ils sont moins mauvais que les biais humains? Alors moi j'ai une question économique. Depuis le début de l'émission, on se rend compte que derrière toutes ces questions, il y a des entreprises qui fabriquent ces programmes, qui essayent de les vendre, qui essayent de se développer, etc. On imagine bien que ces entreprises poussent à ce qu'on fasse de plus en plus de reconnaissance faciale. Est-ce que dans votre travail de parlementaire, vous êtes l'objet de lobbying, de tentatives de lobbying de toutes ces boîtes qui viennent vous voir et qui vous disent « bon, bah, allez, il faut pousser, hein, parce que nous, il y a les emplois à la clé, il y a la recherche, si la France ne devient pas un champion mondial, c'est les autres qui vont prendre la place ». Enfin, tous les arguments qu'on connaît, est-ce que vous êtes l'objet de ce type d'approche? On ne vient pas me voir, c'est moi qui vais voir les gens. C'est très différent. Mais oui, c'est très différent. C'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et d'aller sentir les technologies. Enfin, il y a des champions français, européens dans ces domaines-là. Quand on réussit... alors, on vous dit quoi? Vous allez voir les gens, on vous dit quoi? Une présentation marketing, commerciale, extraordinaire, tout le monde a gagné à la fin, mais est-ce que pour autant je suis dupe? Non, je ne suis pas du tout dupe, j'essaye de me faire ma propre idée. Et on vous invite à des colloques, Moi, personnellement, on m'invite nulle part, et j'ai une vie transparente, donc c'est assez simple à retrouver. Ce qui est important, par contre, c'est d'arriver à amener à un moment donné quelque chose qui est assez original. C'est le travail qu'on fait avec le Conseil national du numérique et le World Economic Forum, où on met autour de la table, sur une réflexion sur ces cas d'usage, des industriels, des académiques et des politiques. C'est la première fois où on a une espèce de triptyque comme ça qui essaye de se contraindre mutuellement pour essayer de voir comment, à un moment donné, on peut sortir. Et c'est ce triptyque, en fait, ce travail qu'on a fait avec eux, qui nous amène à dire
Oui, il va falloir une loi d'expérimentation. Oui, il va falloir que l'État sorte peut-être de ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant et redonner un cadre très clair à l'expérience. Alors, les deux observateurs que vous êtes du travail parlementaire de notre invité, Didier Bécher, moi je vous découvre dans le travail que vous faites, je ne le connais pas vraiment. Est-ce que vous avez l'impression que ce travail parlementaire prémunit efficacement, à ce stade, la France contre des dérives à la chinoise ou des dérives à la Amazon? Moi, j'entends parfaitement la bonne volonté de M. Bécher et je crois parfaitement en votre authenticité sur le sujet. Néanmoins, j'ai un problème sur la temporalité des choses. C'est-à-dire que l'expérimentation est toujours en avance de phase, donc est déjà lancée, et puis on débat après sur des décisions qui visiblement sont déjà prises. Donc on met du débat public partout, mais en réalité de démocratie nulle part. Vous avez un exemple? Là, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'à l'ICEM, on l'a lancé, puis on va peut-être débattre, mais sans jamais lancer les termes du débat, sans jamais... L'enjeu est fondamentalement démocratique, l'enjeu n'est pas du tout technologique. La question, c'est comment, et vous le dites très bien, et vous insistez à juste titre sur la question de comment est-ce qu'en réalité, on aligne l'ensemble de la population sur les enjeux politiques, sociétaux, démocratiques, des usages des sécuritaires. C'est que vous êtes en train de courir derrière des décisions déjà prises. Non, pas du tout, parce que quand on lit mon rapport, et c'est le travail, moi j'écoute aussi ce que dit Cédric O, qui lit avec intention, intérêt, tout ce qu'on fait. Pourquoi on ne le fait pas? On dit bien... attendez... Voilà, moi j'ai posé une question il y a 12 mois, et j'ai fait un rapport derrière. Voilà, vous savez, on a lancé l'expérimentation, autant de la loi, c'est rien du tout. Moi, je dis bien expérimenter et concerter en même temps, exactement par rapport à ce que vous dites. Expérimenter d'un côté et ensuite interroger la population, ce n'est pas le bon chemin. Par contre, faire ce travail, il y a plein d'expérimentations. Moi, ce que je dis, c'est un cadre conjoint académique. C'est bien ce que je dis. Oui, mais qui n'ont pas de valeur scientifique. Donc, je dis un cadre expérimental scientifique avec un collège d'experts, collège du Conseil national d'éthique, qui pourra valider l'ensemble des choses, prendra d'ailleurs les conseils avisés et très pertinents de la CNIL pour s'assurer que ce qu'on fait, à un moment donné, rentre dans le cadre de ce que la CNIL peut recommander, en tout cas dans les meilleures pratiques, et faire cette consultation avec la population. Et la consultation, c'est pas juste une consultation en ligne. À condition qu'elle soit faite sur les bons termes et les bonnes hypothèses du débat. C'est-à-dire que... Si vous posez un cadre scientifique, c'est bien pour vous adjoindre les services de gens dont c'est le métier et qui vont pouvoir valider. Je prends souvent l'exemple des lois de bioéthique, parce que je trouve que c'est quelque chose qui caractérise la France dans sa manière de vouloir avancer en termes de progrès. Faire une consultation effective, il y a plein de scientifiques qui peuvent vous expliquer comment faire. En ligne, physiquement, tirer des Français au sort, on sait comment faire. On sait qu'aussi, une consultation citoyenne, ça n'est pas un référendum, mais ça permet de prendre des orientations politiques courageuses qu'on a fait dans le cadre des lois de bioéthique. Alors, je suis d'accord avec vous sur la nécessité de déterminer si, collectivement, on veut ce que la science peut. Ça, je pense que c'est une question effectivement très importante, mais il ne faut surtout pas sous-estimer la pression économique qu'il y a quand même derrière toutes ces avancées, en particulier sur la reconnaissance faciale, parce qu'on l'a entendu à plusieurs reprises, Renaud Vedel, qui est le coordinateur de l'intelligence artificielle au ministère de l'Intérieur, insiste lui aussi sur la nécessité de développer un écosystème européen, parce que sinon, de toute façon, on va se faire damer le pion par les Chinois ou d'autres. C'est aussi ce qu'on entend d'ailleurs au cabinet de Cédric O. On a des champions français, de fait, ou européens. Il y a Idemia en France, il y a Thales, maintenant qui ont racheté Gemalto. Qui aujourd'hui... Elle se manifeste comment, cette pression économique? Puisque M. Bécher nous explique qu'ils ne viennent même pas le voir, les industriels, c'est lui qui va les voir. Donc comment elle se manifeste concrètement, cette pression économique se manifeste justement à l'échelle des villes, je trouve. C'est-à-dire que, pour le coup, c'est des gens en off à la CNIL qui me disent ça aussi, donc c'est pas complètement une vue de l'esprit. Vous avez des industriels qui, pendant des années, ont vendu du matériel de vidéosurveillance à tout un tas de municipalités. Aujourd'hui, quand même, c'est difficile de trouver une municipalité qui ne soit pas équipée en vidéosurveillance. Vous l'avez même dans des petits villages où ça peut poser question. Maintenant qu'on leur a vendu toute cette gamme de caméras, qu'on a augmenté le parc, etc. D'ailleurs, c'est l'augmentation du parc qui justifie son automatisation. Dire maintenant, on a tellement de caméras qu'il nous faut une aide logicielle pour pouvoir gouverner la ville. Le niveau moyen des résultats, où on vous dit « Ah, si vous pluguez une science par-dessus, vous allez voir, vous aurez de meilleurs résultats ». C'est aussi ça l'argument, c'est effectivement dire on vous a vendu les caméras, maintenant on va vous vendre les logiciels pour les mettre à jour quelque part. Et donc, vous avez tout un tas de démarchages. Alors, on a des exemples très concrets, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des choses... pleinement opérationnel. À Valenciennes, vous avez Huawei, donc entreprise chinoise, qui a proposé à la ville, gracieusement, de déployer de la vidéosurveillance intelligente dans la ville. Bon, il se trouve, après Jean-Luc Borloo devait entrer au conseil d'administration de Huawei, le hasard fait bien les choses. Et vous avez comme ça tout un tas d'expérimentations. On voit bien...
Dans les lycées à Nice et à Marseille, c'est Cisco qui propose. L'expérimentation du carnaval à Nice, c'est encore une entreprise qui vient proposer sa solution. À Valenciennes, vous en avez à Toulouse, vous en avez à Marseille, vous en avez un peu partout. Et vous allez en avoir de plus en plus. Je trouve ce que j'entends depuis le début de l'émission, c'est que les collectivités locales sont en train de vous déborder. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les collectivités locales qui font leur truc dans leur coin. Alors vous dites le truc, il n'est pas, c'est Valenciennes, hein, attention. J'en sais rien. Il y en a peut-être d'autres. Non mais et vous qui dites évidemment il faut inventer. Mais il y en a de plus en plus. Juste pour vous donner un exemple, quand je faisais mes recherches, j'écumais un peu le moteur de recherche des appels d'offres sur les marchés publics, en cherchant justement un certain nombre de municipalités qui avaient pu ouvrir comme ça des marchés pour la reconnaissance faciale. La ville de Parthenay, quand même, c'est pas une capitale, hein, Parthenay. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. La ville de Parthenay avait passé un appel d'offres pour éventuellement, alors finalement ils ont abandonné l'idée, me disent-ils, de se doter d'une brique logicielle de reconnaissance faciale. Là encore, on est dans un cadre qui échappe quand même, je trouve, au débat public, qui est soustrait aux citoyens. Et quand demain vous allez déployer de la vidéosurveillance intelligente dans une ville, comme c'est déjà le cas à Nice et comme ce sera bientôt le cas dans d'autres villes, est-ce que vous allez vraiment informer vos citoyens de ce qui se déploie? Est-ce que vous allez leur dire où sont les caméras? Est-ce que vous allez leur dire ce qu'elles sont capables de faire? C'est un point de mon rapport. Hein. Quand on a auditionné l'Association des maires de France, c'était la question que je leur ai posée. C'est-à-dire comment vous, aujourd'hui, vous garantissez que la formation des élus intègre le fait qu'ils doivent former les citoyens à ce qu'ils sont en train de déployer. Et là, il y a une sorte de grand vide qui s'installe dans cette discussion. Et là, encore une fois, dans les recommandations, c'est aussi être en capacité de former les élus à ces sujets, parce que peut-être que certains comprendront mieux les enjeux et donc n'iront pas. Et les citoyens, au moment de voter, verront que l'artifice de sécurité n'est probablement pas une garantie de démocratie. Mais certains iront quand même. Je vais poser une question qui est peut-être stupide. Est-ce que le législateur ne pourrait pas avoir un rôle dans le domaine pénal ? C'est-à-dire adopter des lois qui pénaliseraient les collectivités locales procédant à des expérimentations que vous... oui, ils ont le droit juste... Ils ont le droit dans le cadre de RGPD, dès l'instant où ils ont le droit juste au moment où vous passera une loi disant qu'ils n'ont plus le droit. Donc peut-être. Mais avant de dire, vous savez, la loi, c'est un truc très français, ça. C'est qu'on va faire une loi comme ça, on va pouvoir interdire. Non. Moi, je pars du principe qu'il y a un écosystème. J'ai besoin de comprendre cet écosystème. J'ai besoin de comprendre ce que les Françaises et les Français veulent. On met ça ensemble et on voit si on veut avancer. Si tout le monde veut ralentir, encore une fois, je tire mon élection de la légitimité, du suffrage universel, des gens qui ont voté pour nous. Donc, si on veut ralentir, moi je suis d'accord pour ralentir, mais ce n'est pas forcément toujours ce qu'on entend des citoyens. Donc ma question était bien stupide. À ce moment-là... Votre question n'était absolument pas stupide, et je vais tenter d'y répondre tout de suite. Ce qui joue aussi, c'est l'air du temps. Et l'air du temps, c'est quoi en ce moment, par rapport aux collectivités locales? C'est les smart cities, c'est les territoires intelligents. Donc c'est l'ensemble des programmes qui sont déployés à tous les échelons de comment est-ce qu'on rend un territoire plus intelligent, augmenté avec de l'IoT, de l'Internet des objets, des plateformes d'hypervision qui vont avoir une vision transverse sur l'ensemble des métiers des collectivités, le nettoyage, les espaces verts, etc. Et en réalité, on ne comprend par facilité, par simplisme, la question du territoire intelligent que par l'angle de la technologie et donc par la rentabilisation aussi des infrastructures de caméras, parce que la vidéosurveillance, initialement, ce sont des machines, donc c'est de la robotique, et donc c'est le logiciel qui le rend intelligent, et donc c'est en fait aussi une manière d'amortir et de rentabiliser des infrastructures qui jusque-là ne l'étaient pas vraiment. Et donc c'est aussi la compréhension qu'on a de ce qu'est une smart city, qui, à force d'infrastructures, de techno, de surveillance, en réalité devient plus de la safe city, donc des villes ultra sécurisées, des villes ultra sécurisées, là où en réalité on doit repenser aussi la question de l'intelligence par la complémentarité avec l'humain, par un usage beaucoup plus raisonné de la techno et pas cette outrance dans les technos de surveillance. La ville connectée, aujourd'hui par rapport à notre mode de vie, on ne progressera pas sur la transition écologique si on n'a pas de meilleures données sur notre manière de consommer par exemple l'électricité. On ne va pas faire le débat sur les compteurs Linky, mais moi j'adore cet exemple. Il y a un merveilleux plantage alors qu'on aurait pu mieux expliquer en fait pourquoi on a besoin d'avoir de la donnée. On a besoin d'avoir de la donnée. Et souvent, les agents n'ont pas du tout conscience de ces enjeux. Olivier, l'argument écologique, je veux bien, sachant que si on veut vraiment faire de la reconnaissance faciale à la volée, comme le rêve quand même un certain nombre de municipalités, ça demande une puissance de calcul qui n'est pas d'une écologie folle. Je ne suis pas sûr que la reconnaissance faciale industrialisée soit très compatible avec la transition écologique. L'économie de la donnée de manière générale. Non, mais l'économie de la donnée, c'est sûr. Mais après, au-delà des questions au niveau des collectivités territoriales, effectivement, de cet attrait manifeste pour la ville bardé de capteurs. En fait, tout le monde regarde Singapour
qui est un peu le modèle en la matière, parce qu'en plus, comme c'est une cité-État, ça se met en place plus facilement. D'ailleurs, je note qu'il y a un certain nombre d'expérimentations de reconnaissance faciale avec des sociétés françaises qui ont été délocalisées à Singapour, comme ça évite de passer par la CNIL, c'est pratique. Donc chacun veut un peu son mini Singapour. Et finalement, tout ça est aussi un peu excité quelque part par le discours qui est tenu au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire que quand j'entends Emmanuel Macron parler de la société de vigilance, de traquer les comportements suspects, depuis la loi renseignement de 2015, on est quand même obsédé par les signaux faibles. On est obsédé par des signes annonciateurs de passage à l'acte, terroristes, criminels, etc. Moi, la reconnaissance faciale, je vois très bien comment dans un discours sécuritaire, elle va permettre, selon ceux qui la mettent en œuvre, de détecter justement ces signaux faibles. Et c'est là où, quand j'entends, et notamment la CNIL fait un distinguo ce matin entre la reconnaissance faciale d'un côté, la vidéosurveillance intelligente de l'autre, en disant c'est pas la même chose, c'est deux modes de traitement des images qui sont différents. Je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que la vidéosurveillance intelligente peut embarquer d'ailleurs de la reconnaissance faciale, elle est là pour détecter des comportements suspects. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire de la reconnaissance faciale, elle ne va pas déterminer que vous êtes Daniel Scheunermann, que vous êtes Didier Bécher, mais elle va déterminer que là, peut-être, vous êtes en train de commettre un délit. Donc elle va détecter des comportements. Par ailleurs, c'est pratique parce que, sans se perdre en argutie technique, ça permet d'évacuer le taux de faux positifs. On n'est plus à dire est-ce que cet individu est bien, oui ou non, cet individu. On en est à évaluer un comportement suspect. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus flou. Et ça participe quand même d'un tour de vis sécuritaire où il y a un effet de cliquet démentiel parce qu'on se rend bien compte que ces dispositifs-là, une fois qu'on les a installés, on n'en revient jamais. Donc on verse dans un espèce d'état d'exception permanent. On renverse la charge de la preuve. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans cette question de la société de vigilance, de la détection systématique des signaux faibles, etc., la reconnaissance faciale est justement une espèce de cheval de Troie principal. Est-ce qu'en préconisant la société de vigilance, Emmanuel Macron participe à l'emballement général? Mais tout un chacun, à un moment donné, a envie d'un environnement qui est sécurisé. Donc ce serait faire semblant de ne pas comprendre ce que les Françaises et les Français disent. Et tout un chacun peut avoir envie que ses libertés soient préservées aussi. Bien sûr, mais là, ça ne tient qu'à nous d'expliquer qu'est-ce que c'est de préserver ces libertés. Et ça commence, je crois vraiment de manière très simple, de ne pas tout mettre sur le même plan. C'est-à-dire que si on veut comparer, si on veut vous faire croire que les États-Unis, encore une fois, et la Chine, c'est sur le même plan que la France et l'Europe, on n'avancera pas. Parce que les gens vont penser que la Chine, c'est ce que nous préparons. Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, cette voie française européenne, elle est extrêmement importante. Pour le coup, je vais rester sur une voie très française, qui a toujours été historiquement très française. Quand on se dit effectivement de trouver cet équilibre entre sécurité, liberté, etc., il y a quand même quelque chose qui permet de constater le glissement qui s'est opéré et effectivement l'accoutumance qu'on a développée, qui est aussi liée effectivement à mon avis à un sentiment de dépossession qui est lié à plein de choses et notamment l'opacité des dispositifs qui sont une espèce de boîte noire sur lesquelles on n'a pas de prise. Quand Alphonse Bertillon invente les fiches anthropométriques à la fin du 19e, donc le père de l'identité judiciaire, qui détermine qu'on va pouvoir traquer les criminels récidivistes à partir d'un certain nombre de mesures, donc 13 mesures, la distance entre vos yeux, la longueur des pieds, etc. Aujourd'hui, quand je vois la reconnaissance faciale, pour moi, c'est la mise en signal, la transformation en signal informatique des fiches anthropométriques de Bertillon. Mais ce faisant, on a une généralisation potentielle à l'ensemble de la population de dispositifs qui, originellement, étaient quand même réservés à la traque des criminels récidivistes. Il faut quand même se souvenir de l'histoire de la construction et de l'identification en France, on va dire l'histoire de l'identité. Il y a toujours eu des oppositions très très fortes au déploiement et à la généralisation, ne serait-ce que d'un titre d'identité universel. Il a quand même fallu attendre la France de Vichy pour que tous les Français soient dotés d'une carte d'identité et que celle-ci ne soit pas réservée aux nomades, aux criminels ou aux pauvres, parce que c'était quand même souvent les 3 cas de figure qui nécessitaient de justifier son identité. Et je trouve que ce parallèle historique, alors je force un peu le trait, il ne s'agit pas de faire une transposition homothétique, mais cette transition-là mérite quand même, à mon avis, qu'on l'interroge un peu et qu'on se souvienne un peu de ce temps long. Très bien. Je pense qu'on n'a pas épuisé le sujet parce qu'il est impossible de l'épuiser, mais qu'on en a en tout cas abordé les différents aspects. Je vous remercie tous les 3 d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.